Nous sommes très heureux de vous retrouver sur la panafricaine Medi 1. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. À l'issue des rencontres de printemps 2023 tenues du 10 au 16 avril à Washington aux États-Unis, le Fonds monétaire international FMI a attiré l'attention sur la pénurie de financement en Afrique subsaharienne. Les assemblées de printemps 2023 du FMI et de la Banque mondiale ont permis aux États membres de faire le constat des chocs, de l'importance de ces chocs et de l'impact de ces chocs au niveau de l'économie mondiale. Le rapport sur les perspectives économiques africaines liées à la pénurie de financement, c'est le sujet de cet entretien. Et nous avons le grand bonheur de recevoir Luc Hérault. Bienvenue sur notre plateau. Merci de me recevoir. Vous êtes chef de la division chargée des études régionales au sein du département Afrique du FMI. Et tout à l'heure, dans l'introduction, on parlait de pénurie de financement en Afrique subsaharienne. Pour nos téléspectateurs, quand on parle de pénurie de financement, comment est-ce qu'il faut comprendre cela ? Alors ça veut dire que les coûts d'emprunt des États sur les marchés intérieurs ou sur les marchés internationaux ont beaucoup augmenté ces derniers mois. Les coûts d'emprunt sur les marchés internationaux des pays comme la Côte d'Ivoire ou le Sénégal ont plus que doublé depuis la fin de l'année 2021. Ça veut dire qu'il est difficile pour ces États d'aller encore emprunter, d'obtenir des Ça veut dire que c'est difficile d'obtenir des emprunts et ça veut dire que c'est très coûteux, c'est plus coûteux d'avoir des emprunts. On paye des taux d'intérêt plus élevés sur ces emprunts. L'autre question, c'est de savoir comment est-ce que nous en sommes arrivés à ce niveau. Alors je dirais qu'il y a deux causes. La première, c'est l'inflation mondiale. Vous savez, comme tout le monde ici, qu'il y a beaucoup d'inflation, tous les prix ont augmenté. Donc les banques centrales ont répondu en augmentant leurs taux d'intérêt. Donc ça a augmenté les taux d'intérêt pour tout le monde. Et en plus, il y a eu une réévaluation du risque par les investisseurs internationaux qui se sont mis à faire un peu plus la différence entre les niveaux de risque. Et donc les pays comme certains pays d'Afrique subsaharienne qui avaient des notes de crédit, des notations de crédit plus faibles, donc une position budgétaire plus faible, ont été pénalisés et ont eu donc des taux d'intérêt encore plus élevés. D'accord. Pourquoi est-ce que le FMI attire l'attention des États sur cette situation ? Alors, la pénurie de financement, ça pose des gros problèmes. D'abord, les États ont beaucoup de mal, vu qu'ils ont du mal à se financer, à aider leur population à résoudre le problème de la crise du coût de la vie. Tout le monde connaît ici la crise du coût de la vie. L'inflation augmente, les prix augmentent, et les États devraient avoir des marges de manœuvre budgétaires pour les aider. Mais quand ils sont soumis à une pénurie de financement, ils ne peuvent pas complètement aider leur population. Et de façon concrète, comment est-ce que ces différents États-là vivent cette situation en termes de conséquences au plan socio-économique ? Ça fait qu'ils n'ont pas toutes les marges de manœuvre pour pouvoir, par exemple, faire des mesures de soutien, donner des transferts aux populations, leur donner des transferts en cash ou, par exemple, construire une route ou construire une école. On commence à couper sur toutes ces dépenses parce que c'est difficile de trouver des financements. D'accord. Alors, pour remédier au déséquilibre macroéconomique dont souffre la région, comment est-ce que les pays doivent renforcer à la fois leur gestion de finances publiques et rééquilibrer leur budget ? Alors, il n'y a pas vraiment de recette miracle, ça dépend vraiment des pays. Chaque pays est différent. Il y a des pays comme les pays exportateurs de pétrole dans lequel les recettes exceptionnelles du gouvernement liées au haut prix du pétrole doivent être épargnées. Ça permettra de baisser évidemment le déficit. Il y a d'autres pays dans lesquels la dette est très élevée, devient non soutenable et on doit faire des restructurations de dette. Donc ça dépend vraiment des pays. Je dirais qu'il y a une constante dans tous les pays, c'est la mobilisation des revenus intérieurs. C'est-à-dire qu'il faut faire en sorte que tout le monde paye ses impôts. Si tout le monde paye ses impôts, ça va donner plus de revenus au gouvernement et ça va permettre de rééquilibrer les finances publiques. D'accord. Dans cette situation, est-ce que les populations ont une part de responsabilité ? Alors en effet, ça dépend. Il y a des fois les populations ne payent pas les impôts parce qu'il y a trop d'exemptions. Ça, c'est pas leur responsabilité. C'est le code fiscal qui est fait de cette manière. Et parfois, il y a aussi de la fraude. Et dans ce cas-là, évidemment, il faut augmenter les contrôles et éventuellement sanctionner les citoyens qui ne payent pas leurs impôts. Alors, il y a la question également de l'inflation. Comment est-ce que les États peuvent juguler l'inflation ? Alors, l'inflation, la lutte contre l'inflation, c'est la responsabilité des banques centrales. Les banques centrales, ce qu'elles font, c'est qu'elles augmentent leur taux d'intérêt pour réduire les pressions de demande intérieure, la consommation, l'investissement, ce qui réduit les pressions sur les prix et donc l'inflation. Est-ce que les pays sont victimes de l'inflation ? Parce que bien des fois, on a le coût du carburant qui a augmenté, la cherté de la vie, et les gouvernants tentent bien des fois d'expliquer aux populations que tous les paramètres ne dépendent pas d'eux, mais souvent c'est difficile de comprendre. Non, tout à fait. Dans le panier de consommation
en Afrique subsaharienne moyen, la moitié vient des produits alimentaires et des prix des produits pétroliers. Pour beaucoup de pays d'Afrique subsaharienne, ces deux postes de dépenses, l'alimentation et les produits pétroliers, sont importés. Donc quand les prix augmentent, ça ne dépend pas complètement des gouvernements, ça dépend aussi des conditions internationales et du niveau des prix de l'alimentation et du pétrole sur les marchés internationaux. Selon un rapport du FMI, la dette publique et l'inflation sont à des niveaux jamais vus depuis des décennies. Alors, qu'est-ce qui explique cette situation ? Alors la dette publique a beaucoup augmenté sur la dernière décennie, elle a doublé, elle est passée de 30% du PIB à 60% du PIB. Et ça, c'est un mélange de chocs économiques qui ont affecté ces économies, y compris la pandémie, aujourd'hui la guerre en Ukraine, et puis aussi parfois des dépenses importantes qu'ont fait les États en investissement. Donc ça a augmenté la dette. L'inflation, comme je l'ai dit, par contre, c'est plutôt une cause principalement externe avec des prix du pétrole et de l'alimentation sur les marchés internationaux qui ont augmenté. Alors toujours pour les populations qui nous suivent, lorsqu'on était en période de Covid, on parlait de la Covid qui avait un impact sur tous les secteurs et depuis un certain temps, c'est la guerre en Ukraine. Comment est-ce que cette guerre, cette situation en Ukraine impacte la situation des différents pays, l'économie des pays, au point que les populations puissent continuer d'en souffrir ? Alors, je dirais que surtout ça tape à leur porte-monnaie parce que comme les prix internationaux ont beaucoup augmenté, notamment pour les produits alimentaires, et ça crée de l'insécurité alimentaire parce que le prix des produits alimentaires a beaucoup augmenté. Il est aujourd'hui presque 50% plus élevé qu'il était avant la guerre en Ukraine. D'accord. S'il y a une pénurie de financement en Afrique subsaharienne, comment est-ce que les États doivent voir l'avenir et quelles dispositions est-ce qu'ils doivent prendre concrètement ? Alors, il y a un potentiel important sur l'avenir. Nous, nos projections indiquent une croissance de 4,5% à moyen terme et même dans les pays d'Afrique de l'Ouest, par exemple, certains pays ont un potentiel de croissance de 6%. Donc, ce sont des taux de croissance élevés. Mais il faut réaliser ce potentiel. Et pour ça, il faut aussi une bonne gestion macroéconomique. Il ne faut pas avoir une dette qui explose, il ne faut pas avoir une inflation à 2 chiffres, il faut une bonne gestion macroéconomique. Quand sera-t-il donc des recettes qui sont mobilisées au plan national? Est-ce qu'il ne faudra pas réfléchir à augmenter cette capacité de mobilisation des finances publiques au plan interne dans les différents États? C'est très important. Il faut mobiliser davantage les ressources domestiques. Aujourd'hui, dans les pays d'Afrique subsaharienne, beaucoup de gens payent peu ou pas d'impôts. Il est vraiment important, dans un environnement où les finances internationales sont plus difficiles à attirer, il faut développer les financements intérieurs, il faut développer les marchés intérieurs, il faut faire en sorte aussi d'augmenter ce qu'on appelle l'assiette fiscale, c'est-à-dire que tout le monde paye l'impôt. Ou est-ce partout on parle de finance, on parle d'impôts, il y a le mal de la corruption aussi qui existe. Comment est-ce que la corruption affecte davantage cette situation ? La corruption, quand il y a de la corruption, quand il y a des mauvaises pratiques de gouvernance, la dette a tendance à augmenter beaucoup plus parce que les gouvernements, les autorités peuvent faire des dépenses publiques qui sont pas efficaces et ont tendance à utiliser trop de dettes, donc et faire des investissements qui n'ont pas un grand rendement. Donc la corruption, ça crée aussi des déséquilibres macroéconomiques très forts. D'accord. Pour pouvoir donc gérer, du moins juguler cette situation, il faut combien de temps, de façon pratique pour un État? La situation, elle est présentée, pénurie de financement d'Afrique subsaharienne, plus de capacité à aller emprunter sur les marchés internationaux. Il faut combien de temps pour que chaque pays, un pays comme la Côte d'Ivoire, puisse rééquilibrer sa situation et permettre à sa population de ne pas en pâtir? Bien sûr. Ça dépend un peu de l'étendue du problème. Ouais. Certains pays ont une dette qui est élevée, mais avec une bonne gestion des finances publiques, je dirais, sur quelques années, dans le cadre des programmes du FMI, on a des programmes de 3 ans, on arrive à restaurer une viabilité des finances publiques. Dans d'autres cas, la dette est beaucoup plus importante et là, c'est quand même plus compliqué parce qu'il faut non seulement baisser les déficits, mais parfois faire des restructurations de dette. Ça, c'est beaucoup plus complexe. Par exemple, le Ghana se trouve dans cette situation, la Zambie, et c'est des processus qui parfois sont plus longs. D'accord. La dernière question, est-ce que vous pensez que les pays d'Afrique subsaharienne, dans leur ensemble, peuvent continuer à se développer sans les différents emprunts, sans la dette ? Je pense qu'ils ont un énorme potentiel intérieur. Ouais. Il y a un énorme potentiel domestique, déjà en termes démographiques, avec une population qui va doubler d'ici 2050, passant de 1 milliard en Afrique subsaharienne à 2 milliards d'individus. Il y a une population jeune, dynamique, donc le potentiel est là. Il
faut le réaliser avec une bonne gestion des finances publiques et de la macroéconomie. C'est quelque chose dont on va parler lors des prochaines assemblées annuelles. Vous parliez des assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale. Les prochaines se dérouleront à Marrakech en octobre prochain. Merci Luc Ayrault. On a eu du plaisir à échanger avec vous. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. Nous rappelons que vous êtes chef de la division chargée des études régionales au sein du département Afrique du FMI. On a eu du plaisir à vous recevoir. Je vous remercie beaucoup. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Média.